Alors, allons-y avec la toute dernière conférence de la matinée avant la table ronde, justement, le portail du littoral et de la mer, un outil d'aide à la gestion des risques. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? J'invite M. François Mazuillet, président de l'Ordre des géomètres experts de France et président de la Fédération des géomètres francophones. Il est président d'honneur également de France Internationale Expertise Foncière et chargé de cours à l'École supérieure des géomètres topographes au Mans depuis 2005. Alors, on va installer, voilà, votre appareillage, M. Mazuillet. Ça, j'en ai pas besoin. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et puis bravo aux organisateurs pour ce très beau congrès. Le slogan de notre président de la République, François Hollande, pendant sa campagne électorale de 2011 était « Le changement, c'est maintenant ». Il faut bien reconnaître que s'il parlait de performance économique, de diminution de la dette publique ou de réformes structurelles dans notre pays qui en a tant besoin, le slogan n'a pas été beaucoup suivi des faits. Mais s'il parlait du changement climatique, là, il avait raison. D'ailleurs, de toute façon, depuis qu'il est élu, c'est une catastrophe, il pleut tout le temps, et il n'y a pas une manifestation publique à laquelle il n'assiste pas sous un parapluie. Plus sérieusement, les catastrophes naturelles qui peuvent elles-mêmes entraîner des catastrophes industrielles comme à Fukushima et qui sont la conséquence d'événements climatiques exceptionnels sont de plus en plus fréquentes. Les risques auxquels elles soumettent les populations sont de plus en plus importants. Ceux-ci sont nombreux et variés. Les avalanches, les incendies de forêt, les éboulements, les séismes, les éruptions volcaniques. Les zones particulièrement sensibles comme le littoral, qui subit chez nous, il n'y a pas que chez nous, mais qui subit chez nous une très forte pression foncière, où les risques notamment d'inondation sont aggravés par l'augmentation du niveau des mers, demandent une attention toute particulière. Comment aménager ces secteurs à forte densité de population en tenant compte des risques? Tel était le sujet de notre congrès de Montpellier il y a juste un mois, dont on m'a demandé de vous faire un court résumé en traitant des points les plus saillants et notamment en vous faisant découvrir l'expérimentation de l'Ordre des géomètres experts français sur le portail du littoral et de la mer. Je veux bien ralentir, mais comme je dois terminer dans 10 minutes, ça va être dur. Bien, avant de vous expliquer la démarche et de vous faire découvrir le portail par un petit film, je reviendrai sur notre première séance du congrès, dire et prédire le risque. Je n'aborderai pas la deuxième séance qui était sur les solutions d'aménagement parce que nous n'aurons pas le temps. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez tous les actes du congrès sur le site de l'Ordre. Dire et prédire le risque. Un événement potentiellement dangereux peut ou non être qualifié de risque. Si un éboulement se produit dans une zone désertique, il ne sera pas qualifié de tel. Pour que le même phénomène le soit, il faut qu'il puisse intervenir dans une zone où sont en présence des enjeux humains, économiques et maintenant de plus en plus environnementaux. Ce n'est donc pas inutile de se poser la question de ce qu'est un risque du point de vue sociologique, juridique et spatial. Sociologiquement parlant, la notion de risque est variable. Elle l'est dans le temps, et elle l'est aussi en fonction de la représentation sociale qui en est faite. Emmanuel Garnier, sociologue, rappelle que dans la société prémoderne, qu'il situe avant 1840, et qui était dite traditionnelle, le risque était vécu comme une fatalité, ou au moins comme un état d'attente débouchant sur l'anticipation d'une crise capable de bouleverser la communauté. Les catastrophes, comme les épidémies ou les famines, étaient souvent perçues comme la volonté des dieux. Au souvenir d'une catastrophe passée, s'éveillait la peur du danger, et la stabilité de la population faisait que la transmission orale, à laquelle pouvaient s'ajouter des stèles ou des marques de submersion ou d'avalanche historique, étaient autant de repères qui fixaient la limite des zones exposées de celles moins vulnérables. L'industrialisation, qui accélère le rapport dominant-dominé de l'homme à la nature, l'exode rural et la mobilité accrue des populations font que les faits anciens se sont effacés des mémoires et que les repères ont souvent disparu, que chaque événement devient donc exceptionnel, puisqu'il n'y a plus de souvenirs d'événements précédents, parfois identiques. Nous nous sommes plus préoccupés à partir de cette époque postmoderne, et notamment ces dernières décennies, à définir et à quantifier le risque plutôt qu'à nous souvenir. Si nous avions conservé cette mémoire,
qu'il nous faut maintenant retrouver bien au-delà du temps de vie d'une génération précédente, nous n'aurions pas autant construit et aménagé dans des zones vulnérables, et lorsque nous le faisions, nous aurions sans doute mieux adapté la construction à l'aléa. La dimension sociale aussi est importante, car le risque n'est pas perçu de la même façon par tout le monde. La culture, la religion jouent leur rôle, de même que la relation de l'homme à la nature et la dimension hiérarchique ou informelle de la société. Le risque est beaucoup plus mal vécu dans nos sociétés occidentales où le citoyen bénéficie de protections en tout genre qui l'amènent à ne plus accepter le moindre risque et à trouver pour ses conséquences non seulement un responsable, mais de préférence un coupable. Sur le plan juridique, l'avocat qui intervenait à notre congrès, Jean-Marc Février, le définissait comme une probabilité non nulle de survenance d'un événement dommageable pour un intérêt juridiquement protégé. Il faisait le lien entre la notion de risque et celle de responsabilité, et donc à celle de victime, mais aussi à celle de compétence dont l'objet est justement de limiter l'exposition au risque. La responsabilité s'étend non seulement au responsable, mais aussi à celui qui, bien que n'ayant pas contribué au dommage, n'a pas empêché sa survenance alors qu'il avait le pouvoir de le faire. L'évolution récente de l'appréhension juridique, dont le paroxysme est le principe de précaution, est marquée par deux mouvements simultanés. D'une part, l'extension des intérêts protégés au-delà de la sécurité des biens et des personnes au préjudice écologique. D'autre part, une exigence accrue de protection de la part de la puissance publique et une meilleure indemnisation des conséquences dommageables pour tenter de répondre à la plus grande sensibilité de la société à l'égard du risque. Pour répondre à ces préoccupations, en France, la France s'appuie sur les compagnies d'assurance et elle a mis en place un régime d'indemnisation spécifique des catastrophes naturelles. Mais, conscient que les coûts des dommages seront toujours beaucoup plus importants que ceux relatifs à la prévention, les pouvoirs publics sont déterminés à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de catastrophes naturelles et technologiques. Le ministère de l'Écologie considère que les 7 piliers de la prévention sont la connaissance, la surveillance, l'information, l'adaptation, la protection, la sauvegarde et l'analyse des phénomènes passés. Mais le premier est la connaissance. Et cette prévention commence donc par la définition spatiale du risque. C'est typiquement le rôle des plans de prévention des risques qui ne sont pas à proprement parler une cartographie des risques, mais plutôt la cartographie des contraintes en matière de construction qui sont appliquées à des zones définies par un aléa de référence qui s'appuie lui-même sur la documentation existante. Le diagnostic de vulnérabilité est assez difficile à faire, parce qu'il faut d'abord définir de quelle vulnérabilité on parle. La vulnérabilité des bâtiments, et dans ce cas, suivant le risque, inondation, sismique, submersion, la vulnérabilité structurelle de celui-ci sera différente. La dangerosité du bâti qui doit prendre en compte les possibilités d'évacuation des personnes, la vulnérabilité des occupants qui varie suivant la présence ou non d'enfants ou de personnes âgées. Les contraintes réglementaires qui découlent des plans de prévention des risques sont modulées en fonction de l'importance du risque. Elles peuvent se limiter à la définition d'un niveau de seuil de construction ou à des prescriptions architecturales et aller jusqu'à l'interdiction totale de construire, on l'a vu dans un exposé précédent. Mais le plan n'est qu'un outil, et l'enjeu est de passer d'une représentation plurielle et fragmentée des risques à une représentation partagée des risques et accessible par le plus grand nombre. Se pose alors la question, on l'a vu également ce matin, de la gouvernance, de la place de la concertation, de la consultation, de la participation citoyenne dans la gestion du risque. Se pose aussi la question de la place de la sensibilisation à la survenance du risque. L'information des populations est un enjeu majeur, sans lequel tous les efforts déployés pour la définition du risque et la surveillance sont vains. Enfin, de tout ce qui précède ne peut pas être efficace si les données ne sont pas justes et précises. Il est bien évident que de la qualité des données dépendra la qualité du plan. On constate d'ailleurs que de nombreuses sources de conflits qui sont entraînées par exemple par les plans de prévention des risques d'inondation viennent d'une précision insuffisante des données d'entrée topographique des outils mathématiques utilisés. Cette imprécision, elle n'est évidemment pas le fait d'un manque de savoir-faire des géomètres, mais malheureusement du contenu des cahiers des charges des services de l'État qui ont très souvent des enveloppes financières qui ne sont pas à la hauteur des enjeux existants. Et lorsqu'on vous demande de prendre un point tous les 500 mètres, il est évident que le plan n'a pas une grande précision. Cartographier est donc indispensable,
Cartographier pour mieux évaluer, gérer la survenance d'un risque au sens le plus large du terme. Cette cartographie ne doit donc pas se limiter à la topographie, mais inventorier et répertorier les usages et les occupations humaines, qu'elles soient réglementées ou non. D'où l'idée du portail du littoral et de la mer. Le géomètre s'est toujours préoccupé de la mise en espace de la Terre, et ce à différentes échelles, depuis l'arpentage parcellaire jusqu'à la division des grands espaces nationaux. Tout espace humanisé ou susceptible de l'être fait partie de son champ d'intérêt. Et dans les milieux qui perdent leur naturalité suite à la densification progressive des activités humaines, eh bien, son rôle devient progressivement indispensable pour positionner sur le terrain et représenter, généralement sous forme cartographique, l'appropriation, la gestion, la mise en valeur et l'usage des sols. Aujourd'hui, 2 tiers de la population mondiale vit à proximité de la mer et ce pourcentage, pour différentes raisons, ne fait que s'amplifier. L'artificialisation des milieux littoraux, l'exploitation, mais aussi la préservation des espaces marins ne peuvent plus se contenter de données approximatives d'ensembles flous, générateurs de conflits d'usage et même sources potentielles de conflits internationaux. Les activités en mer sont la plupart du temps indissociables de celles du littoral. Et après les continents, eh bien, la mise en espace de la mer et du littoral se révèle indispensable dans sa dimension planimétrique et altimétrique. Les géomètres experts ne peuvent pas se désintéresser de ces évolutions. Dès 2008, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a confié à l'ICREI, l'ICREI c'est le Centre international de recherche sur l'environnement qui est basé à la faculté d'Aix-Marseille, un programme de recherche qui visait à faire le point sur la gestion du domaine public maritime dans les différents pays. Et l'ICREI a à son tour contacté l'Ordre des géomètres experts. Les océans couvrent actuellement 70% de la planète et contrairement à l'espace terrestre qui est pour l'essentiel approprié par des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, eh bien l'espace marin ne l'est pas, ou très peu. La mer est un espace de souveraineté partagée. Je ne rentre pas dans le détail, mais on distingue les eaux territoriales, qui est une bande de 12 000 nautiques à partir des plus hautes eaux. Ensuite, on distingue la ZEE, zone d'exclusion économique, qui s'étend du rivage jusqu'aux 200 000 nautiques. Et enfin, il y a la haute mer, sans prérogative étatique, au-delà de la ZEE. Le domaine public maritime sur lequel s'applique le droit français et donc les principes juridiques de domanialité publique, de l'imprescriptibilité et de l'inaliénabilité s'étend aux 12 000 nautiques. On va distinguer le domaine public naturel, le domaine public artificiel, maritime toujours, qui schématiquement est celui qui a été modifié par la main de l'homme et sur lequel on peut avoir des droits réels et donc des droits transmissibles. Et puis, mais la grande partie, si vous voulez, des usages qui s'exercent sur le domaine public maritime, naturel, exclut donc la notion de droit réel. Les droits, les titres, les concessions qui peuvent être appliqués en bordure de mer ou sur le littoral peuvent se superposer, s'entrecroiser et sont parfois difficilement compatibles. Ils sont définis soit de façon simplement littérale, soit géographiquement localisés, mais pas toujours dans des systèmes homogènes. Et puis les titulaires des droits ne sont pas toujours informés de l'existence d'autres titulaires de droits concurrents, contigus ou superposés. D'où la nécessité de répertorier ces usages dans une banque de données cartographique largement ouverte. Plusieurs pays ont réfléchi au concept de cadastre marin. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie. Le cadastre marin peut être défini comme l'inventaire, le positionnement, l'enregistrement et la mise à jour des règlements, des activités, des usages, des droits, des servitudes qui sont situées dans l'espace marin et littoral, ainsi que de chacun de leurs responsables. Selon le concept canadien, il doit rassembler 3 types d'informations: les moyens d'allocation des droits d'usage, la désignation des personnes détenant des droits sur une période donnée, et la localisation des droits et d'usage et leur étendue. Et nous, il nous semble pourtant que les informations relatives aux activités qui s'exercent librement en mer, donc sans aucun droit concédé, sont essentielles dans le cadre de l'organisation des usages. Cela permettra de mieux apprécier la superposition des pressions et des conflits d'usage qui pèsent sur le milieu littoral et marin. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré dans notre projet non seulement les usages réglementés, mais les usages non réglementés. Je passerai sur la conformité de notre projet de portail littoral et de la mer à la législation européenne, parce qu'on n'a pas le temps, mais sachez qu'il est en pleine concordance avec les dernières directives et même les propositions de futures directives. Comment est-ce qu'on est passé de ce concept de cadastre marin à celui de portail du littoral et de la mer? D'abord, il y a un problème de sémantique, puisque en France, le terme cadastre est étroitement associé à une définition des droits de propriété foncière imposables. Il est bien évident que ce n'est pas applicable au domaine public naturel qui est exempté d'impôts.
D'autre part, le cadastre français, qui a été un des premiers à être mis dans le monde, a malheureusement pas fait le pas vers la 3D et n'envisage pas de le faire. Donc l'expression de cadastre marin, qui doit travailler sur de la 3D, n'est pas du tout adaptée à définir le concept en France. D'autre part, on avait nous-mêmes, en juillet 2010, créé le portail géofoncier qu'on avait d'ailleurs présenté lors de congrès précédents à Québec. Ce portail qui peut être assimilé à un guichet unique de l'information géographique, combine sur un même socle des données référentielles de plusieurs horizons, et c'est bien ce que nécessite aussi un cadastre marin. Donc il était assez logique de vouloir décliner le portail géofoncier qu'on avait mis en place en 2010 vers le portail du littoral et de la mer. Alors on a fait 2 zones test, une zone d'expérimentation sur le secteur de Marseille. Le secteur de Marseille est un secteur intéressant parce qu'il y a en même temps un port industriel, un port de commerce, un port de plaisance, des zones de baignade, des zones protégées, etc. Et cette première zone test s'étend sur une 40aine de kilomètres et jusqu'aux 12 000 marins. On a essentiellement repéré sur cette zone et localisé les usages, qu'ils soient réglementés ou pas, et puis les réglementations existantes. Puis on a fait un deuxième test à côté de Montpellier, où se tenait notre congrès, sur la région de Sète, dans une zone expérimentale qui est très différente par les composantes géographiques, un relief très peu accidenté et donc une fragilité beaucoup plus accentuée par rapport à l'élévation éventuelle du niveau de la mer. Sur ce secteur de Sète, on a aussi beaucoup travaillé sur la parcellisation du domaine public. Les acteurs et les détenteurs des données cartographiques, réglementaires ou descriptives d'un droit sont très variés. On a donc dû récolter des informations aussi bien auprès des organismes nationaux, régionaux que locaux. Il faut aussi répertorier des usages qui sont très divers, aussi bien les zones de plaisance, de mouillage, la pêche, la plongée sous-marine, les câbles sous-marins, les épaves et j'en passe. On a classé les données dans les données descriptives des territoires, des données qui définissent les droits de propriété et leurs propriétaires, les données qui définissent les droits réglementaires appliqués au territoire, les données qui définissent les droits d'usage présents sur le territoire, enfin les données qui décrivent les périmètres de ces différents droits. Il y a certaines données qui sont disponibles en open data, d'autres il a fallu aller les rechercher chez les partenaires et les administrations. Sur la zone de Marseille, sur laquelle c'est le petit film que je vous présenterai après, sur la zone, je ne vous présenterai pas celui sur 7, on n'aura pas le temps. Sur la zone de Marseille, il y a plus de 150 couches de données qui ont été rassemblées auprès d'une 40aine d'acteurs et d'administrations les plus diverses. La moitié des données concernent le milieu marin et l'autre moitié concerne le milieu littoral. Sur le site de Sète, c'était plus petit, c'était 4 km, et on a surtout ciblé des problèmes de superposition en 3D. Certaines données sont mesurées depuis longtemps et sont pérennes, ce qui fait que ça nous a permis de mettre en place, pour certaines données, un curseur temporel et de passer à la 4D. Permet par exemple, lorsqu'on voit les occupations ou les plages concédées, eh bien on peut vérifier quelles ont été les modifications entre les années 70 par exemple et maintenant. Ça permet aussi, par exemple, cette dimension temporelle d'être utilisée en prospective, par exemple en zonant les terres qui seraient submergées dans les différents cas d'élévation du niveau de la mer à 20 cm, 50 cm ou jusqu'à 1 mètre comme le prédit le GIEC. Inventorier, positionner, enregistrer, mettre à jour les réglementations, les activités, les usages, droits et servitudes qui sont situés dans l'espace littoral et la mer pour proposer aux gestionnaires de la bande littorale un outil d'aide à la décision. Tel est le but du portail du littoral et de la mer, dont je vais essayer de vous faire passer une petite présentation le plus rapidement possible, si ça veut bien marcher. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, puisque ça marchait ce matin. Alors bien sûr, on se trompe toujours de mot de passe quand on veut aller vite. Voilà donc la présentation générale de l'interface. On va se retrouver avec une interface classique dans laquelle vous allez avoir une arborescence sur le côté gauche, une arborescence qui est modulable en fonction des besoins des différents utilisateurs. Vous avez bien entendu une barre d'outils très classique avec les habituelles zones de zoom, d'image et d'impression, et puis la possibilité d'interroger la couche, on va le voir tout de suite, une possibilité de prendre des mesures, d'afficher des superficies,
Voilà, et par exemple de mettre un nom dans une zone déterminée, il n'y a rien là d'extraordinaire pour le moment. Vous remarquerez tout de même un curseur d'outils de navigation avec une possibilité de passer de la 2D à la 3D, en haut à gauche, et puis en bas, le curseur temporel. Alors, les différentes données du modèle expérimental, d'autres peuvent bien entendu être ajoutées en fonction des besoins. Là, on vient de voir les différents plans sur lesquels on s'appuie. Bien entendu, il y a les plans de l'hygiène, les photographies aériennes de l'hygiène, les traits de côte. On peut repérer des zones concédées, on peut repérer des usages en mer. Alors là c'est les rejets, avec aussi bien les rejets industriels que les rejets domestiques. Vous avez également les cartes d'aléas au risque, là ce sont les risques d'inondation, mais vous avez également les cartes d'aléas sismiques. Vous avez les zones protégées, notamment les zones Natura 2000. Voilà, avec les réglementations qui sont attachées, avec toutes les données. Sont aussi recensées des données locales, comme le périmètre du parc naturel des Calanques, qui doit apparaître là, avec les zones qui sont réglementées à l'intérieur du parc, ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Apparaissent, en fonction des besoins, oui, ça c'est le petit curseur qui permet d'avoir plus ou moins de visibilité, de contraste plus exactement. Apparaissent des usages des activités les plus diverses, comme par exemple, là on met ce qu'on veut, hein, dans l'arborescence, nous on a répondu aux besoins de l'agence de l'eau. Là vous avez par exemple les cales de mise à l'eau, avec bien sûr la possibilité par exemple d'interroger la couche. Donc on va sur le petit i, on interroge la couche et on va retrouver la réglementation en ligne directement, la réglementation correspondante. Voilà, par exemple, les cales de mise à l'eau dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la réglementation qui est associée. On peut aller voir toutes les zones des activités de plaisance, et alors non seulement les zones réglementées, mais les activités actuelles, en temps réel. Hein. Donc, on va voir les zones où se pratique le kayak, où peuvent se pratiquer la plongée sous-marine, où peuvent se pratiquer les mouillages, les zones de mouillage. Voilà, les zones de mouillage, les zones aquacoles, les câbles sous-marins. Non, ça c'est encore une zone aquacole. Les zones réglementées. Voilà les zones aquacoles, et vous allez voir apparaître très vite théoriquement les câbles sous-marins. Voilà, les câbles et conduites sous-marins qui partent de la côte. Et on y a même, on le verra tout à l'heure, localisé les épaves. Donc je vais avancer parce qu'on on va aller jusque... Ça, voilà, et on va aller jusqu'à 6,43 théoriquement, pour gagner du temps. Et là, on devrait se retrouver avec avoir un petit œil sur les différentes fonctionnalités spécifiques au portail du littoral et de la mer. Donc bien entendu, il y a la fonctionnalité de localisation, ça c'est pas extraordinaire. Si on tape l'île du Frioul, on va tomber sur l'île du Frioul, heureusement. Mais on a aussi la possibilité d'une analyse spatiale, et ça c'est beaucoup plus intéressant en croisant plusieurs couches. Ce qui va apparaître ici, si vous prenez par exemple la couche, j'en ai pour 3 minutes, si vous prenez la couche... Je déborde de 3 minutes. Bon, alors, je voulais quand même vous montrer ça. Si vous superposez les couches des usages constatés des couches réglementées, vous allez vous apercevoir que, par exemple, dans des zones où le mouillage est interdit, il y a quand même beaucoup de bateaux. Hein. Et donc, ça permet aux responsables... Voilà les zones de mouillage interdites, avec en rouge les zones où il y a des bateaux. Bon, donc ça colle pas très bien. Et le portail du littoral et de la mer permet de mettre ces choses en exergue. J'avance encore, puisque j'ai dépassé de 3 minutes. On a bien entendu une fonction 3D. J'aurais bien voulu y arriver. J'aurais bien voulu vous montrer aussi la fonction temporelle. Mais voilà la fonction temporelle. Les traits de côte actuellement, et si on veut voir le trait de côte au même endroit en 1970,
Voilà ce que ça donnait. Donc ça permet de voir l'évolution du trait de côte. Et on finit par la 3D. Je ne sais pas où c'est. Voilà. Alors, je veux seulement vous dire que vous avez un thème du congrès qui était de revoir le monde et que nous, notre objectif, eh bien, c'est de tracer pour l'homme l'image de son monde. Je vous remercie. Merci, monsieur.